Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici à Aix-les-Bains au Casino Grand Cercle. Je suis donc ravi de vous retrouver pour cette émission politique. Vous le savez si vous nous suivez depuis la semaine dernière, 8 Mont-Blanc et le Dauphiné libérés s'associent cette année pour donner la parole aux candidats pour ces élections législatives prévues les 12 et 19 juin prochains. Et pour ce mardi 31 mai 2022, nous avons choisi de nous intéresser à la première circonscription de Savoie. À mes côtés pour présenter cette émission, Pierre-Éric Burdin du Dauphiné. Bonjour. Bonjour Sébastien. Je vais vous donner la parole pour une petite présentation de ce territoire, cette première circonscription de Savoie. Oui, parce que de quoi parle-t-on quand on parle de la première circonscription de Savoie? On l'associe souvent à Aix-les-Bains et au bassin aixois, ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas complet non plus, puisque cette circonscription est bien plus grande. Elle descend presque jusqu'à la Chartreuse, elle va dans l'avant-pays savoyard, elle passe par la Motte-Servolex, qui est quand même la 4e plus grande ville du département. On parle aussi d'une circonscription qui vote plutôt traditionnellement à droite, ou tout du moins à droite et au centre. Lors de la présidentielle, la dernière, au mois d'avril, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au premier tour, devant Marine Le Pen. De 1997 à 2007, d'ailleurs, c'est un député de droite qui était élu sur ce territoire, Dominique Dore, avec l'UMP et puis l'étiquette des Républicains, avant d'être battu en 2017 à la surprise générale par la marcheuse Tiffany Degois, qui était la plus jeune députée de l'Assemblée nationale lors de la dernière mandature. Cependant, Tiffany Degois a fait part de sa volonté de ne pas se représenter. Vous êtes 13 à briguer sa place, 10 aujourd'hui pour débattre, et c'est pour ça que nous allons vous écouter. Première prise de parole, première présentation. Je rappelle avant tout que 3 candidats manquent à l'appel pour cette première circonscription. Frédéric Exertier, Thierry Bardagy et Pierre Lafargue. On commence avec vous, Monsieur Roussel. Vous avez remporté le tirage au sort. Vous avez 1 minute pour vous présenter. Bonjour à tous et à toutes. Donc merci d'abord pour l'organisation de ce débat. Donc je vais me présenter en quelques mots. Donc Christian Roussel. Donc je suis savoyard de naissance, mais aussi surtout par le cœur. Et je suis chef d'entreprise avec plus de 25 ans d'expérience dans le secteur touristique. Donc depuis 2020, je suis également conseiller municipal et conseiller communautaire. Mais je me présente aujourd'hui avec ma suppléante Sandra Prager en tant que simple citoyen, fortement attaché aux libertés individuelles et aux valeurs humanistes qui permettent à chacun de se réaliser pleinement. Emmanuel Macron, que j'avais pourtant soutenu en 2017, avait pris comme engagement de remettre le citoyen au cœur de la vie politique. Mais il a incontestablement trahi ses valeurs. Notre gouvernement, sous influence de cabinets de conseillers étrangers, n'a jamais été aussi centralisé, autoritaire et déconnecté des préoccupations citoyennes. Je défendrai donc avec détermination et force les libertés individuelles qui ont été bafouées. Je défendrai la décentralisation, la démocratie directe et je remettrai au cœur de la vie politique les sujets essentiels, environnement, pouvoir d'achat, emploi, justice, sécurité, revitalisation rurale, accès à l'éducation, au logement et à la santé, retraite et dépendance. Merci beaucoup, Monsieur Roussel. David Berton, Reconquête, c'est à vous. Bonjour à tous et merci de me donner la parole. Alors je représente aujourd'hui Béatrix Milord, qui est notre candidate, qui malheureusement n'a pas pu être présente du fait de problèmes techniques liés à la route, et donc je suis là pour la représenter. Pour vous donner des grandes lignes très simples, Béatrix Milord, c'est une femme au foyer, c'est une femme engagée dans le milieu associatif, c'est une ancienne journaliste, c'est une femme qui aujourd'hui s'est beaucoup engagée dans le domaine de l'édition, et à travers ce différent parcours, elle a pu concentrer énormément son énergie sur l'association. Et ce qui est primordial pour elle, c'est l'humain, c'est le contact, et c'est notamment la transmission. C'est pour cette raison qu'à Reconquête, l'une des notions les plus importantes pour nous, ça a été finalement notre slogan de campagne, pour que la France reste la France. Et finalement, ce slogan-là essentiel est ce qui implique notre démarche. Nous voulons transmettre la France à nos ancêtres, nous voulons transmettre la France à nos enfants, à nos petits-enfants, et nous voulons que notre pays perdure. Et c'est véritablement ce point-là qui est l'élément essentiel de notre démarche. Nous voulons que la France reste la France. Merci beaucoup. À vous, Madame Dupassieux. Bonjour, tout d'abord merci pour cette invitation. Je suis Véronique Dupassieux-Palmier, je suis directrice administrative et financière et je remplace donc Rodolphe Guillot, le candidat du mouvement Sabodia. Nous défendons un modèle fédéraliste, régionaliste, avec des décisions prises au plus près des territoires et des citoyens. Nos députés actuels du groupe Territoire et Liberté sont rassemblés à l'Assemblée et défendent et sont véritablement indépendants des grands partis nationaux. Je rebondis sur ce que disait monsieur. La Constitution française permet la création de collectivités territoriales autonomes. Les Alsaciens et les Corses l'ont fait. C'est ce que nous voulons pour nos 2 Savoies et pour tous les territoires qui souhaitent reprendre en main leur destin. Les crises sanitaires, climatiques et démocratiques qui se succèdent démontrent à quel point le centralisme français nous étouffe et conduit la France dans le mur. Merci. Adrien Casjoanne, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Adrien Cazejoanne, j'ai 30 ans et je suis enseignant de mathématiques. Je suis le candidat de Lutte ouvrière dans la première circonscription de Savoie. Et si je suis candidat, c'est parce que je n'accepte pas cette société barbare, cette société où les famines, la misère, la guerre pèsent chaque jour un peu plus sur des millions d'exploités partout sur la planète, comme on a pu le voir plus récemment avec la guerre en Ukraine.
Je pense que dans ces élections, le camp des travailleurs a des intérêts propres à faire entendre et il doit donc se présenter sous sa bannière propre. Marina Ferrari. Bien, bonjour à chacune et chacun d'entre vous et merci pour l'organisation de ce débat. Alors, dans la période trouble que nous connaissons, avec cette crise sanitaire qui n'est pas encore derrière nous malheureusement, la guerre qui est à nos portes, je pense que nous avons besoin d'une personnalité d'expérience aujourd'hui pour conduire notre pays et je crois que nous avons besoin d'une stabilité politique pour affronter la tempête et qu'il est important de donner au président de la République une majorité. Cette majorité, elle devait être constituée d'hommes et de femmes d'expérience pour affronter ce qui nous attend. Alors moi, je suis cadre dans une entreprise du privé, donc je sais les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur nos entreprises. Je suis salarié, donc je comprends et je vis, comme nos concitoyens, comme nombre de nos concitoyens, les difficultés actuelles liées au pouvoir d'achat. Et puis je suis une femme engagée dans la vie publique depuis plus de 15 ans. J'ai fait 2 mandats d'adjoint au maire avec Dominique Dor à Aix-les-Bains, en charge notamment de l'économie et du commerce. Donc je connais les difficultés aujourd'hui dans nos collectivités et le rôle que nous devons avoir avec l'action publique. J'ai été vice-présidente du département de la Savoie, en charge de l'énergie, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc je sais aujourd'hui aussi sur ces thématiques combien nous devons faire un effort. Enfin, c'est cette écologie personnelle aujourd'hui qui m'amène à vous présenter devant vous. Je me sens prête pour relever les défis qui nous attendent et je serai accompagnée dans cette aventure par Didier Padet, le seul maire aujourd'hui de l'avant-pays savoyard, qui est un élu engagé pour la ruralité, qui est un homme de conviction et de terrain également. Et je crois très important que l'avant-pays soit représenté. Ça a été rappelé par monsieur Burdin aujourd'hui. L'avant-pays est un atout pour notre circonscription. Merci. Merci beaucoup, Madame Duboucher. Bonjour à tous et merci également pour cette invitation. Un plaisir de rencontrer tous les candidats. Donc, je suis Karine Duboucher, j'ai 50 ans. Je suis coach sportive sur Aix-les-Bains et je suis actuellement adjointe au sport à la ville et au département, conseillère départementale avec Renaud Beretti. Je suis une ancienne sportive de haut niveau et donc ce sport et cet engagement m'a appris les valeurs, l'engagement, le respect et surtout aller au bout de ses envies. Donc moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de m'engager en priorité pour les habitants, être à leur écoute, être vraiment proche d'eux. C'est vraiment ce qu'on recherche aujourd'hui avec Thomas Dor, qui est mon suppléant. Et voilà pourquoi on s'engage pour être député aujourd'hui. Et je m'engage au sein du parti LR. Christelle Granata, c'est à vous. Bonjour et merci pour l'invitation. Donc j'ai 47 ans, je suis factrice, mon mari est artisan et nous avons 3 enfants. Comme 40% des habitants de notre circonscription, je vis dans une petite commune rurale à Saint-Béron. Je suis la candidate de l'Union de partis politiques et de citoyens de gauche que l'on nomme NUPES. Cette union historique veut porter un vent d'espoir. Cette union inédite veut redonner l'envie d'aller voter à tous ceux qui souffrent de la politique de M. Macron, à tous ceux qui subissent le chômage, les bas salaires, la vie chère, à tous ceux qui pensent que la terre est en grand danger. La NUPES, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, nous propose de mettre l'humain et la planète au cœur de toutes les décisions. Jean-Claude Cause. Merci beaucoup, merci pour l'invitation aussi. Donc Jean-Claude Cros, donc j'ai 56 ans, je suis maire de ma commune, Brison-Saint-Innocent, je suis le seul maire titulaire en tout cas à se présenter cette élection, d'ailleurs en Savoie je crois, je suis assez étonné. Je connais bien donc notre terrain, le terrain, la première circonscription. J'ai été vice-président aussi à Grand Lac sur l'urbanisme, donc je connais bien ce territoire. Peut-être aussi clarifier ma position politique, je suis classé en divers droite, je suis adhérent d'Horizon, mais j'ai mis entre parenthèses, le parti d'Édouard Philippe. J'ai mis entre parenthèses mon engagement le temps de cette campagne, de manière aussi à respecter les accords nationaux qui ont été passés. Par contre, j'ai un discours très clair, c'est ni les extrêmes, ni les pleins pouvoirs à M. Macron, que je respecte et qui a fait du bon travail. Par contre, demain, si je suis élu, si je rejoins son groupe, je ne signerai pas la charte qui va trop me lier. Je pense que le Parlement doit contrôler l'action du gouvernement, le Parlement doit être libre et surtout un député doit travailler pour son territoire. C'est ce que je défends aujourd'hui. Merci. Jean-Pierre Chauveau, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous, merci pour les organisateurs. Micro bien devant la bouche, s'il vous plaît. Oui, vous m'entendez? Bon, voilà, Jean-Pierre Chauveau, 74 ans, donc je dois être le doyen probablement. Enfin, j'en ai pas complètement honte. Voilà. Entrepreneur en retraite, mais toujours inscrit au RCS de Chambéry en tant que conseiller d'entreprise. J'ai été candidat en 2017.
sous une étiquette. Aujourd'hui, j'avais fait donc 11% en troisième position. Aujourd'hui, donc, bien sûr, le micro, bien devant la bouche. Je me présente comme candidat sans étiquette, candidat libre pour une France libre. Pourquoi ? Parce que pour moi, la mondialisation et l'islamisation sont les deux fléaux à éradiquer sans tarder, sauf à être les acteurs de notre disparition. Un nouveau contrat citoyen est nécessaire entre les Français pour la défense prioritaire du bien commun, la préservation de notre pacte social issu du CNR et la restauration de nos démocraties confisquées par les juges et les partis. Mon seul credo, c'est la France. Merci. Manon Duruem, vous clôturez cette première prise de parole. Bonjour à tous, merci pour l'organisation de cet événement. Donc, je m'appelle Manon Desruem, j'ai 28 ans, je suis entrepreneur et j'ai été investie par Marine Le Pen qui a fait 42% au second tour sur cette circonscription. Donc pour nous, c'est un troisième tour. Moi, je viens d'une famille à revenus modestes et je serai la candidate du pouvoir d'achat parce que je pense qu'il y a énormément de Français en ce moment qui souffrent de cela et j'aimerais porter leur voix à l'Assemblée nationale de manière à les défendre. Je vous remercie. Merci à vous. Ça tombe bien puisque c'est le premier thème qu'on a choisi d'aborder aujourd'hui. Dans un contexte d'inflation importante, les inquiétudes sur le pouvoir d'achat sont fortes dans notre pays. Notre circonscription est évidemment pas épargnée en raison en particulier de l'augmentation du coût du logement, que ce soit les loyers comme soit les prix à l'achat. Si demain vous étiez élu député et que vous siégiez à l'Assemblée nationale, quelles mesures vous pourriez porter ou soutenir pour faire face à l'augmentation du coût de la vie d'une manière générale ? Je crois que le tirage au sort vous a désigné. David Berton, on commence par vous pour le parti Reconquête. Très bien, je vous remercie. Alors, pour nous, ce qui est prioritaire, c'est de protéger les Français. Qu'est-ce que ça signifie ? Quand on fait le constat de notre époque et de la société dans laquelle nous sommes dans une société où la frontière a été détruite, où toutes les membranes de protection sociale sont peu à peu détruites et dissoutes. On a d'un côté ça qui s'est mis en place pour mettre en concurrence finalement les travailleurs français avec les travailleurs du monde entier, et donc la casse sociale, le chômage de masse qui s'est mis. De l'autre, on constate qu'il y a une ultra-fiscalisation qui détruit l'initiative et la création d'emplois et la création de richesses. Et nous, notre priorité finalement, c'est de se rendre compte de deux choses. À la fois, il faut évidemment libérer l'étau qui détruit la force de création de travail, donc création d'emplois, donc création de richesses. Cet étau qui va évidemment sur les salaires, qui fait qu'entre le salaire net que touchent les travailleurs et le salaire évidemment total avec toutes les charges sociales qu'ils vont payer, c'est une somme absolument énorme et ça détruit cette initiative. Donc la priorité, c'est ça, c'est relancer la réindustrialisation, relancer la création d'emplois, libérer les chefs d'entreprise, les auto-entrepreneurs, les classes moyennes, pour permettre de recréer cet élan vital qui fait société et qui fait la véritable richesse de la société. Donc nous, il y a des propositions très claires là-dessus, c'est évidemment baisser la charge fiscale, très massivement. Pour protéger les Français, évidemment, il faut s'attaquer aux plus bas salaires. Les plus bas salaires, nous, on a des propositions très concrètes sur tous les salaires du SMIC jusqu'à 2000, où on propose par une baisse de la CSG de faire un 13e mois, qui permettrait tout de suite de ventiler de l'oxygène pour les classes les plus défavorisées. Très rapidement, M. Berton. Donc voilà les grandes lignes en synthèse, et je vais laisser la parole à la suite. Merci. Véronique Dupassieux, c'est à vous. Oui, dans un contexte ultra mondialisé, la marge de manœuvre est faible. Vous avez évoqué le logement. Pour nous, c'est le principal levier d'action. C'est 35% du poste des dépenses des ménages en France contre 12% en 1960. Dans les zones touristiques, c'est encore pire. Et nos 4 mesures phares peuvent être résumées comme suit. Suppression des droits de succession pour les jeunes dont les revenus sont modestes, pour leur permettre de demeurer sur leur terre natale. On les voit partir. Prime de cherté pour les fonctionnaires qui sont parachutés sur notre territoire et qui sont formés par l'État français. On pense aux soignants, on pense aux enseignants qui filent travailler en Suisse dès que l'occasion se présente. Un quota maximum de résidences secondaires qui alimente fortement la spéculation immobilière. En Suisse, si on a 50%, c'est limité à 50%. Ici, on peut trouver jusqu'à 80% de résidences secondaires. On sait que des territoires comme la Chaudière-Tagne sont la proie des Lyonnais, des Parisiens. Et enfin, un statut de résident. C'est un statut qui existe dans certains pays européens et qui est réclamé par les Bretons à juste titre parce qu'ils subissent l'assaut des Parisiens depuis des décennies. C'est tout simple, c'est obliger les gens à travailler et vivre sur un territoire un certain nombre d'années avant de pouvoir accéder à la propriété. Merci beaucoup. La parole est à Adrien Cazejuan. Oui, mais moi je pense que tous les travailleurs ils ressentent le problème de l'inflation avec la baguette qui a pris 10-20 centimes, avec l'huile qui a augmenté de 40% sur un an. Les responsables de ça, c'est les spéculateurs qui qui utilisent toutes les occasions pour se faire du fric, et ça retombe sur toute la société, et en fin de compte sur les travailleurs qui ont personne sur qui répercuter les hausses des matières premières, le chaos de l'économie. Moi je pense que les travailleurs ils n'ont pas à être les sacrifiés de cette société. Il faut prendre sur les profits des grands groupes pour imposer des hausses de salaire. Pas un seul salaire, pas une seule pension ne doit être en dessous des 2000 € net mensuels, et ils doivent être indexés sur l'inflation réelle.
Pour faire ça, il faudra contrôler les comptes, ne pas laisser le grand patronat nous déverser ses sornettes et ses mensonges. Il faudra les mettre le nez dans leurs affaires et contrôler leurs comptes. Aucune confiance dans le grand patronat, aucune confiance dans le gouvernement ni dans les sauveurs suprêmes. La classe ouvrière ne doit compter que sur sa propre force. Marina Ferrari. Merci. Je voudrais d'abord rappeler le formidable travail de soutien à l'économie savoyarde qui a été fait par le gouvernement lors de la crise sanitaire. Vous le savez certainement, sur notre territoire de Savoie, c'est plus d'1,5 milliard d'euros d'aides publiques qui ont été distribuées pendant la crise pour soutenir notre économie et pour soutenir les salariés de notre économie. Le précédent quinquennat nous a amené à faire des baisses d'impôts conséquentes pour améliorer le pouvoir d'achat et le reste à vivre de nos concitoyens. Je rappellerai la suppression de la taxe d'habitation, la baisse de l'impôt sur le revenu pour plus de 18 millions de foyers fiscaux ou la prime d'activité qui a été revalorisée pour les travailleurs les plus modestes. Mais cela ne suffit pas, nous devons continuer cet effort et c'est le sens de ce que nous proposons aujourd'hui avec Emmanuel Macron pour les Français. Ce sera d'abord la revalorisation du travail que nous avons engagée, que nous allons poursuivre. Je citerai une mesure, c'est la poursuite de la baisse des charges salariales qui a déjà été amorcée et que nous voulons amplifier. C'est ensuite le triplement de la prime Macron qui a permis à de nombreuses entreprises de distribuer cette prime complètement défiscalisée pour le salarié et pour l'entreprise. Et enfin, c'est l'engagement de baisser les charges pour les indépendants, encore une deuxième fois, avec l'objectif d'un gain de 550 € par an en moyenne. Enfin, il y a une disposition très importante que les élus, demain, si vous nous faites confiance, porteront au Parlement, qui est celle du versement automatique des aides sociales. Aujourd'hui, nous avons plus de 20 millions de travailleurs et de personnes qui, en France, peuvent bénéficier de ces aides sociales. Certains ne font pas appel à ces aides sociales, soit par méconnaissance, soit par, parfois, pudeur pour ne pas y accéder. Donc ça sera une automaticité qui sera mise en place, qui est très importante. Enfin, il y a toutes les mesures d'urgence, et je termine là-dessus, qui sont déjà en œuvre aujourd'hui. Vous avez tout ce qui touche le bouclier tarifaire, les aides à l'essence, etc., qui devront être poursuivis. Le gouvernement est déjà à la tâche. Il a annoncé des mesures dès l'été qui seront reconduites et je crois qu'il faut que nous amplifions. Sur la question du logement, et je terminerai là, je vous remercie d'avoir mis ce débat au cœur de nos préoccupations et de nos discussions aujourd'hui, puisque c'est un débat qui a été assez oublié pendant la présidentielle. Ma prime Rénov' qui a été déployée sur le territoire, plus de 700 000 logements qui ont été accompagnés dans la rénovation énergétique. Je vais vous demander de conclure. L'objectif, c'est 1 million pour l'année prochaine. Voilà, je vous remercie. Karine Dubouchet. Moi, il y a une phrase qui me paraît très importante, c'est de permettre à ceux qui le souhaitent de travailler plus pour gagner plus. En fait, pour moi, l'important, c'est de me battre pour ceux qui travaillent, qui entreprennent et qui luttent pour vivre justement dignement de leur travail. Moi, j'ai une amie, par exemple, qui travaille et qui aujourd'hui a du mal à manger 3 fois par jour. Et aujourd'hui, je trouve que ça, c'est inadmissible à entendre. Donc pour ça, pour nous, ce qui nous paraît important, c'est de défiscaliser totalement les heures supplémentaires pour le salarié et l'entreprise, réduire de 50% les charges sociales pour le salarié qui accepterait de continuer de travailler alors qu'il pourrait bénéficier d'une retraite à taux plein, c'est-à-dire d'avoir une liberté de cumuler l'emploi et une retraite sans limite, la possibilité de convertir les RTT en salaire sans charge et surtout sans limite, et surtout une réforme au niveau de l'assurance chômage avec une réduction des indemnités de 30% en cas de refus de multiples formations dans un secteur en tension, par exemple, et avoir 15 heures d'activité par semaine pour les bénéficiaires du RSA. Et au niveau de la lutte pour le coût de la vie, ce qui nous apparaît important, c'est aussi d'indexer les indemnités kilométriques sur le prix du carburant et avoir un plafonnement de la fiscalité sur les carburants. Plus aucune taxe au-dessus de 1,80 le litre. Merci beaucoup, Christelle Granata. Alors, étant factrice à la Poste et mère de 3 enfants, je subis tous les jours la vie chère et les bas salaires. Aujourd'hui, il y a 10 millions de pauvres en France. Et parmi eux, des enfants, des étudiants, des travailleurs, des retraités qui ne font qu'un repas par jour. Dans mon village, c'est une permanence du Secours populaire qui vient d'ouvrir, dans laquelle je suis investie. Il y a urgence. En même temps, comme l'écrivait dernièrement le Dauphiné libéré, les ultra-riches ont vu leurs profits exploser. En effet, la fortune cumulée des 500 personnes les plus riches de France atteint 1 000 milliards d'euros. Donc de l'argent, il y en a. La NUPES compte bien le récupérer, notamment en rétablissant l'ISF, pour financer des mesures de justice sociale. À savoir, dès le 1er juillet, nous porterons le SMIC à 1 500 € net. Nous revaloriserons le point d'indice des fonctionnaires et les pensions de retraite. Et nous convoquerons une conférence nationale sur les salaires. Concernant l'inflation, nous bloquerons les prix des dépenses contraintes, que sont l'énergie, l'alimentation, le logement, la santé, les transports.
Et pour garantir un juste prix du gaz et de l'électricité, nous nationaliserons EDF et Engie pour les sortir de la loi du marché. Merci Jean-Claude Rose. Merci beaucoup. Alors moi j'aurais peut-être une prose un petit peu différente parce que je ne vais pas dire ce que disent les partis, ça ne m'a jamais intéressé, j'écoute ce que me disent les gens surtout et faire remonter des priorités. Je pense qu'aujourd'hui, Madame Ferrari parlait de la prime Macron, le bilan est sorti il n'y a pas longtemps. Un salarié sur 5 a eu le droit à la prime Macron. Donc il faut la simplifier. Les 6 000 € par salarié, c'est pas demain la veille qu'on va y arriver. Et comment est-ce que les patrons pourront, laissez-moi parler, comment les 1 sur 5, c'est rien du tout, 1 sur 5. Donc moi ce que je veux simplement c'est simplifier. Je veux plutôt un modèle à l'allemande, travailler plutôt par branche d'activité, comme on le fait entre syndicats patronaux et syndicats salariés, essayer de trouver des solutions et faire du concret. Il faut décentraliser, pour moi en tant que maire, c'est extrêmement important. Ensuite, on parle comme du pouvoir d'achat. Contrôler, encadrer le prix des denrées de première nécessité, ça n'a pas été dit, mais je pense que c'est d'abord l'urgence, parce qu'il y a que des gens qui souffrent déjà en France, et peut-être aussi sur notre territoire. Sur la Pays Savoyard, il n'y a pas longtemps, on me disait, c'était un jeune couple, on est parti habiter là-bas, parce que de toute façon, on n'a pas les moyens d'habiter du côté d'Aix-les-Bains, ça coûte trop cher, le logement, et aujourd'hui, vu le prix de l'essence, on n'arrive plus à travailler tous les deux. Donc il y a un vrai souci. On parlait des transports tout à l'heure, transport, logement, c'est un vrai problème. Les retraites quand même, les retraites qu'il faut revaloriser. Alors effectivement, le président Macron, je l'en félicite, parle de l'indexation des retraites sur l'inflation. Je pense que c'est une nécessité. Je pense aussi qu'il faut, donc avec une baisse des charges patronales, permettre aux salaires d'évoluer. Voilà. Et je pense qu'on pourra mieux recruter. On pourra aussi mieux fidéliser les salariés, ce qui manque aujourd'hui dans notre secteur, puisque les chefs d'entreprise ne trouvent plus de salariés. Voilà, je pense qu'il ne faut pas découper en petits morceaux les problématiques. Il faut bien qu'on les réfléchisse à l'ensemble du territoire. Moi, je suis là pour ça, c'est travailler avec bien sûr les élus, les chefs d'entreprise et le monde associatif et les citoyens, voilà, sur le pouvoir d'achat. Jean-Pierre Chevaux, sur cette thématique. Oui, très bien. Alors donc, contrairement à certains des collègues là, le micro s'il vous plaît. L'échec Macron, pour moi, c'est pas du bon boulot. Tout le monde doit pouvoir travailler et vivre de son travail. Ça commence par là. L'échec Macron, c'est l'aumône dans le temps, les gueux, à la sortie de la messe. Ils essayaient de profiter des bourgeoises. Hein. Et puis ensuite, un autre principe que moi je n'apprécie pas, c'est la défiscalisation des heures supplémentaires. Parce que, évidemment, vous parlez tous comme ça de baisser pour le budget de la nation, vous n'avez pas à vous en préoccuper beaucoup. Hein. Il augmente tout le temps au niveau des dépenses, au niveau des recettes. Pas beaucoup. Et je vous signale quand même que le budget de la nation, il y a 90 milliards à peu près de déficit chaque année. Donc il va peut-être falloir en finir. Sans parler évidemment du déficit de commerce extérieur, qui est à peu près la même valeur. Donc je ne préconise pas tous ces cataplasmes-là. Moi, pour le pouvoir d'achat, la première chose, la première dépense, c'est le logement. Le logement, moi je propose baisse de 20% des loyers. Clair, net, précis. Alors, inutile de pleurer, les propriétaires ne vont rien perdre. Il suffit que l'État supprime la CSG plus la fameuse taxe d'actionnaire. Enfin, il y a pour 17,2% sur les loyers que chacun paye. Hein, L'État votre micro, monsieur Chevaux, le micro. Abandonne ça, et puis le compte est bon. L'argent, il va être libéré, il va rentrer dans la consommation, et l'État, au lieu de gagner 17,2%, va gagner à peu près 20%. Quoi. Donc c'est tout bénéfice, sans que cela coûte rien à personne. Voilà. Mais c'est mieux de dépenser en consommant que de dépenser par une dépense forcée contrainte. Alors moi, voilà. Plus rapidement, monsieur Chevaux. Oui. Alors après, on va attaquer toujours sur l'immobilier, parce que moi, je suis pour, bien sûr, comment dirais-je, la suppression des RNB, les locations, vous savez, temporaires, RNB, je sais pas quoi. Bon, ça, c'est pas bon, hein. Ça pousse l'inflation. Il faut taxer également les plus-values immobilières. Parce qu'on ne peut pas durer. Les Français, en France, ne peuvent plus se loger. Pourquoi ? Parce qu'il y a les fameuses locations à la con. Il y a d'autre part... Monsieur Chevaux, si vous voulez garder du temps de parole, je vais vous demander de conclure. Eh bien oui, pour ce truc-là, à part ça, une retraite de base à 1100, qu'est-ce que je vous dis de plus ? Voilà, c'est l'essentiel que je vous ai dit. Un petit truc quand même, j'aimerais bien que les retraités bénéficient d'une allocation. Alors pour une fois, je réclame une allocation, c'est rare, de 30 € environ par retraité pour aider pour la complémentaire santé. Monsieur Chevaux, je vous demande de conclure. C'est fini ? C'est fini. Manon Deruem, sur cette thématique du pouvoir d'achat, on vous écoute. Merci beaucoup. Alors vous savez, moi ce que je veux, c'est rendre l'argent aux Français. On va sur les marchés, on fait une campagne de terrain avec toute mon équipe. On se rend compte que les paniers sont de moins en moins pleins.
que les gens n'arrivent plus à se chauffer. Hein. Il y en a certains qui disent c'est soit on mange, soit on chauffe. On se retrouve avec 40% d'augmentation sur les produits énergétiques. Donc la première proposition que moi je vais porter à l'Assemblée, si on me fait confiance, ce serait de baisser la TVA de 20 à 5,5 sur les énergies, donc gaz, carburant, électricité. Également supprimer la TVA, la mettre à taux zéro sur les 100 produits de première nécessité. J'aimerais également vous parler un petit peu des retraites. On a des personnes âgées qui actuellement vivent avec des retraites à 500 €, c'est pas possible. Donc je pense qu'il faut déjà revaloriser le minimum vieillesse à 1 000 € et ne pas mettre la retraite à 65 ans, car il y a un retraité sur 2 qui se retrouve à partir à 65 ans actuellement, qui se retrouve soit en situation d'invalidité, soit qui ne travaille plus à 65 ans. Donc après, ils se retrouvent dans une situation où ils ont encore moins de pouvoir d'achat et moins de retraite. Donc moi, j'agirai là-dessus. Je vous remercie. Merci beaucoup. On termine cette première partie, cette première thématique avec vous. Christian Roussel. Oui, donc tout à l'heure, je parlais de déconnexion du gouvernement avec les citoyens. On a quasiment 9-10 millions de travailleurs pauvres, en fait, des gens qui n'arrivent même plus à remplir leur caddie en fin de mois. On a un gouvernement qui a explosé notre dette publique de 600 milliards avec 200 milliards pour le Covid, alors qu'on aurait pu laisser ouverts les commerces non essentiels. Les remboursements des entreprises vont bientôt commencer et donc ça va impacter fortement l'économie. Au lieu de pouvoir d'achat, moi je préfère parler de reste à vivre, c'est-à-dire une fois qu'on a payé tous les frais incompressibles, combien il nous reste pour vivre. Donc là on peut agir sur 2 tableaux. Le loyer, le logement représente une charge trop élevé par rapport aux revenus. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait une incitation fiscale. Et là, ça peut se faire très rapidement. S'il n'y a pas besoin de cabinet de conseil étranger pour le conseiller, on peut faire une exonération d'impôt sur la fortune immobilière pour les propriétaires qui louent à un loyer plafonné à des personnes qui ne dépassent pas certains revenus. Et donc là, on baisse le coût du logement. On peut aussi proposer, être un petit peu plus quand même innovant et pas faire simplement des ajustements. Moi, je parle de la mise en place d'un impôt négatif qui a été popularisé par un prix Nobel, Friedman, et qui permettrait à toutes les personnes qui gagnent jusqu'à 2 000 € de gagner plus, et ça réglerait tous les problèmes de précarité en France et ça réduirait les dépenses d'État puisque c'est un impôt très simple à gérer. Merci beaucoup, merci à tous pour cette première thématique. On passe à la seconde, on va parler notamment des transports. Entre un avant-pays savoyard mal desservi par les transports en commun et le risque de voir le trafic du fret Lyon-Turin passer par la ligne historique entre Culose et Aix-les-Bains, le sujet des transports est évidemment au centre des préoccupations dans cette première circonscription. Comment comptez-vous, en tant que député, vous emparer de cette problématique? Véronique Dupassier, vous commencez, vous avez 1 minute 15. Alors, on continue de subir les choix passés en faveur du transport routier autoroutier, alors que c'est une source majeure de pollution, ça c'est le constat. Le drame, c'est qu'on persiste et qu'on signe, parce que pour une raison simple, on a sur notre territoire, en Savoie et en Haute-Savoie, des élus qui siègent au conseil d'administration de ATMB, et ajouter à cela une compétence transport dévolue à la méga région Aura, dirigée par un président qui se fiche complètement de ce qui se passe sur les territoires et de l'écologie en particulier. Et vous avez tous les ingrédients pour expliquer pourquoi on en est encore là, avec un maillage du territoire qui est complètement incohérent, un retard phénoménal dans le développement des transports collectifs et des mobilités douces, notamment l'axe Aix-Chambéry qui mériterait à minima un bus à haut niveau de service, des lignes de train complètement délaissées. Vous avez le long du lac d'Aiguebelette, elle est toujours en panne. Vous avez la ligne entre Annecy et Aix qui doit être doublée depuis 15 ans, c'est l'Arlésienne, on n'en voit jamais la couleur. Un accès au Revard qui continue de se faire par la voiture majoritairement. En fait, notre but, c'est de mettre fin à toutes ces pratiques clientélistes, de s'opposer à ces grands projets coûteux et inutiles comme le Lyon-Turin qui va finir par nous coûter entre 25 et 30 milliards d'euros, pour diriger l'argent public vers des petits projets. Alors quand je dis petits projets, on parle quand même de centaines de millions d'euros, mais qui ne sont pas assez juteux pour les lobbies du BTP, Vinci, Eiffage et Bouygues, et qui ne les intéressent pas. Et donc, par contre, ces petits projets changeront vraiment le quotidien des habitants. Voilà, et donc les élus, vous, mesdames, qui étiez, vous êtes particulièrement, pour moi, responsables de là où on en est. Adrien Cazejoanne, c'est à vous.
On vit dans une société qui est organisée dans les intérêts des capitalistes, des grands actionnaires, et les travailleurs, ils sont obligés d'avoir une voiture aujourd'hui. Les horaires sont incompatibles avec les transports en commun, les loyers, les charges, ça les repousse loin de leur lieu de travail. Ça fait que là récemment, c'est eux qui ont subi de plein fouet la hausse du prix de l'essence. Les grands groupes, ils prennent leurs décisions dans le secret, dans leur conseil d'administration. Le vrai pouvoir, en fait, il est là, il n'est pas élu. Les travailleurs, ils devront contester la mainmise de cette classe capitaliste sur l'économie. Et pour ça, c'est pas les élections qui pourront faire ça, c'est en se battant dans les endroits où on est fort, les travailleurs. C'est dans les entreprises. Les travailleurs, ils sont indispensables à la société, donc ils ont de la force de la diriger, ils ont la force de renverser les actionnaires. C'est par la grève, par des luttes qu'on pourra imposer des hausses générales de 400, 500 euros pour les salaires. C'est ne pas faire l'aumône et ne pas dépendre du bon vouloir patronal. Les salaires, ils doivent augmenter pour suivre les hausses de prix au quotidien. Les patrons, qu'est-ce qu'ils nous diront? Ils nous diront qu'ils n'ont pas l'argent. Qu'ils ouvrent leur carnet de compte, qu'ils ouvrent leurs livres, qu'on abolisse le secret des affaires, et comme ça on pourra contrôler qui fait réellement son beurre et voir que l'argent, il est vraiment là dans les caisses de ces grands actionnaires. Marina Ferrari. Merci, Madame l'a rappelé, le poste de dépense le plus important Assez rapidement, Madame Ferrari, vous avez beaucoup d'avance. Dans nos ménages et le logement, le deuxième poste, c'est les transports. Et en zone rurale, c'est encore plus important aujourd'hui puisqu'on atteint plus de 21% des dépenses. Donc c'est très important la question des mobilités, d'autant qu'on le voit, on a une démographie très forte sur notre territoire, on est très attractif et on est au bord de la thrombose en termes de circulation sur de nombreux espaces sur la première circonscription. Donc il faut, à mon sens, relancer d'une manière forte le transport ferroviaire sur plusieurs axes. Vous avez évoqué le Lyon-Turin, c'est un sujet extrêmement important pour délester nos vallées alpines des camions. Donc c'est la question des accès. Le gouvernement doit se positionner en 2022 sur la question des accès. Notre priorité, ça sera le fret pour délester nos routes. Le deuxième axe, c'est la desserte de l'avant-pays savoyard qui est très importante aujourd'hui en termes de mobilité. On sait qu'on a un problème sur la desserte de l'avant-pays savoyard, donc le transport ferroviaire doit être renforcé. C'est le projet de RER urbain qui est sur la ligne donc Annecy-Grenoble que nous devons soutenir fortement, et puis c'est le réengagement des trains de nuit. Le développement des transports doux qui est très important. Le plan vélo a été lancé par l'État sous le dernier quinquennat, il doit se développer sur le territoire. Et puis c'est tout l'accès à la mobilité décarbonée. Vous savez que nous allons proposer que les Français puissent louer un véhicule électrique à moins de 100 € par mois. C'est une disposition que nous allons prendre et nous allons développer la mobilité hydrogène. Nous avons tous les acteurs sur le territoire pour ce faire. Voilà, donc extrêmement important les questions de mobilité et nous serons très vigilants là-dessus. Merci beaucoup, Karine Duboucher. Je vais faire vite, je sais faire. Une chose importante quand même à savoir, c'est que les transports au quotidien, c'est la région, le département, les collectivités, avant l'État quand même. Donc ça, c'est important à savoir. Depuis plus de 25 ans, le département se mobilise en faveur du vélo, pilier de la mobilité active et durable. La collectivité continue aujourd'hui à accélérer l'aménagement de ces véloroutes et multiplie encore les partenariats avec les autres territoires. Donc pour nous, il faut continuer à développer les voies vertes et les infrastructures, avec l'aide du département, par exemple en Chautagne, ou encore la véloroute des 5 Lacs. On vient de démarrer le lancement du 2e tronçon sur le boulevard Franklin-Roosevelt vendredi dernier. Mais aussi, comme on en a parlé Marina Ferrari, une meilleure cadence au niveau des TER, avec les 120 trains qui passent aujourd'hui sur Aix. Il faut quand même mieux organiser avec la SNCF les horaires pour les lycéens, mais aussi pour les salariés, pour arriver à l'heure au travail ou au lycée. C'est quand même la base. Et puis j'ai eu la chance vendredi d'assister au ripage au pont du Vivier du Lac pour la suppression d'un passage à niveau quand même très dangereux, le plus dangereux de France. Voilà, et une création, mais aussi par la région, par le département et par Grand Lac. Donc c'est un ouvrage qui va permettre un accès aux piétons, au vélo, mais aussi avoir une création de 2 sites pour le covoiturage et un accès aux quais sécurisés. Donc continuer aussi à favoriser l'achat des vélos électriques avec les aides qui ont été proposées pendant le confinement. Et puis ce qui nous paraît important, c'est de travailler sur les problématiques de rupture de charge au sein du territoire pour arriver à fluidifier l'utilisation des transports en commun. Donc nous, pour le Lyon-Turin, on est évidemment pour, puisque ça va permettre de désenclaver toute cette région et on sait combien c'est important parce qu'on le sent également avec toutes nos stations d'hiver, c'est quand même aussi une problématique et donc le travail est en plein essor. Christelle Granata, vous avez la parole. Alors 60% des gaz à effet de serre sont dus au transport. Nous devons agir au plus vite, notre planète brûle. Mais comment peut-on se passer de la voiture, notamment en zone rurale ? La NUPES propose de créer un pôle public de la mobilité. Il permettra de réinvestir dans le ferroviaire,
non pas en ouvrant les TER à la concurrence comme le fait M. Wauquiez, mais en augmentant le nombre des trains et le nombre de gares et des trains, je précise, SNCF. Ceci en améliorant les correspondances avec les transports collectifs pour lesquels il faudra aller vers la gratuité. Pour sortir du piège du tout automobile, nous devons donc investir dans tous les services publics parce qu'il faut les rapprocher des citoyens. C'est ce qui est ressorti de ma rencontre à Chanaz avec M. Husson, président de l'Association des maires ruraux de Savoie. Il me faisait remarquer que même pour renouveler sa carte d'identité, il fallait utiliser sa voiture car la mairie de son village a été dépourvue de ce service. Enfin, un meilleur aménagement du territoire pour préserver la nature passe surtout par la relocalisation de notre industrie. La France doit arrêter de s'approvisionner à l'autre bout de la planète. Il faut produire sur place. Monsieur Croze. Merci. Alors effectivement, vous l'avez dit, il y a encore beaucoup à faire au niveau des collectivités locales à qui il faut donner plus de pouvoir. Et si M. Husson, effectivement, était là, il le dirait. Le transport, effectivement, c'est la question centrale, à mon avis, sur notre territoire. Mais moi, je vais être concret. Le Lyon-Turin, bon, il est lancé, c'est comme ça, je crois qu'on ne va pas l'arrêter. On avait ici un député qui s'est battu contre il y a quelques années, mais malheureusement, on en est tous là aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que le scénario du fret soit retenu. Moi, je ne veux pas voir demain les trains de marchandises passer tous les quarts d'heure le long du lac du Bourget. 11 passages à niveau, quand même, 11 passages à niveau, nous allons vivre un enfer. Je pense que le député, qui sera élu en tout cas, doit se battre, en tout cas pour protéger notre lac du Bourget vis-à-vis de ce fret qui est annoncé. Je crois que c'est vraiment une menace majeure pour notre territoire. C'était évoqué aussi, donc le doublement de la voie ferrée Chambéry-Rumilly, c'est vraiment l'urgence aussi. On en parle depuis des années. On nous a même fait voter contre il y a quelques années sur ce territoire l'agglomération, malheureusement. Les liaisons bus, Chambéry-Aix-les-Bains, je crois que c'est aussi une attente. Et puis le covoiturage. On a effectivement toutes ces personnes qui, de l'avant-pays, de la Chautagne, etc., qui doivent aller loin pour travailler. Il y a le prix de l'essence, le prix des voitures. Avoir une voiture aujourd'hui, ce n'est pas un crime. Il faut simplement qu'on aide à la transition, je dirais, vers de l'hybride ou de l'électrique. Pour cela, par exemple, aider les entreprises à mettre des bornes de recharge, c'est tout simple. C'est aider les entreprises à mettre des bornes de recharge. Quand le salarié arrive le matin, il branche sa voiture, il repart le soir avec sa voiture pleine, il n'y a pas de souci. Ça, je pense qu'on peut le faire. En plus, ça sera bon pour la planète et ça sera bon pour le pouvoir d'achat. Quand on est à Saint-Béron, effectivement, quand auparavant, il y avait 6 trains, il n'y en a plus que 2 aujourd'hui pour les travailleurs. Et que fait la région sur ce sujet? Je pense que le député doit être absolument quelqu'un qui va s'engager à fond sur le territoire pour au moins qu'on revienne à Saint-Béron avec les 6 trains qu'il y avait auparavant. Ça paraît évident. Avant de parler de cadencement, parlons simplement de trains qui passent chez nous. C'est tout. Merci. Monsieur Chevaux, rapidement, vous êtes en avance, donc rapidement. Vous avez déjà de l'avance sur les vôtres. Micro bien devant la bouche. Oui, de toute façon, je veux la priorité au transport ferroviaire. Par contre, tel qu'il est prévu, le TGV, pour aller à Turin, c'est pas très bien, me semble-t-il. Et je suis évidemment pour l'instauration du ferroutage obligatoire pour les poids lourds. Que ça traverse la France ou Haute-ou-Vallée, tout le monde est sans discussion. Voilà. Ensuite, par contre, je veux dire que je ne suis pas d'accord avec le véhicule électrique. Je pense que c'est une escroquerie sociale, environnementale, etc. Je n'y crois pas du tout. Voilà. Je ne dis pas que ça ne marche pas, je dis que ce n'est pas valable. Alors vous voulez tous faire des subventions aux gens, il n'y a déjà pas de sous dans le pays, il va falloir que les gens s'endettent à 100 € par mois pour rouler avec un petit véhicule électrique. C'est des conneries tout ça, voilà. C'est clair. Donc je voulais parler de ça, Bon, évidemment, j'ai vu des initiatives sympathiques, des petites bases de covoiturage dans le secteur, et je trouve ça très bien. Voilà. Moi, je n'ai pas besoin de dire plus parce que je ne m'attache pas spécialement à ce qui se passe à Savoie. Quand on est député, c'est pour s'occuper de la France. Voilà. Merci, Manon DREM. Allez, la Savoie fait partie de la France. On n'est pas indépendantiste. Non, mais vous vous rapetissez avec... Messieurs, dames. On aura l'occasion de reparler du rôle du député. Manon, on laisse la parole à Manon DREM, s'il vous plaît. On vous écoute.
Alors effectivement, prioriser par exemple le covoiturage, etc., c'est important. Pourquoi ? Déjà, ce qui se passe actuellement, c'est que là, on parle effectivement de voies vertes, etc., c'est bien, mais dans l'avant-pays savoyard, c'est un petit peu difficile d'être à vélo tout le temps, par exemple. Donc moi, je pense que les voitures, c'est important, surtout sur la première circonscription de Savoie. On a beaucoup de gens de l'avant-pays savoyard qui vont travailler sur Chambéry, sur Aix-les-Bains, etc. Donc je pense que la voiture reste primordiale, même s'il faut effectivement prioriser les voyages par le train, également essayer de faire tout ce qui est transport de marchandises, etc., de prioriser par les trains, parce qu'effectivement, on se retrouve avec une ville, par exemple, comme Aix-les-Bains, qui, lors de cette période, on a énormément de curistes, et on se retrouve presque à doubler le nombre de la population, donc on est complètement, on a des embouteillages énormes. Par contre, ce qui se passe avec le prix de l'essence, c'est qu'on est à 2 € le litre, actuellement. Donc là, on rencontre un réel problème, on parlait du pouvoir d'achat tout à l'heure, il y a effectivement Emmanuel Macron qui a mis une baisse de 18 centimes sur le carburant, mais même avec cette baisse-là, on est à plus de 2 € le litre. Donc là, il va falloir faire quelque chose. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de baisser la TVA de 20 à 5,5 sur le carburant. Et également, il faudrait naturaliser les autoroutes parce que les autoroutes sont chères en Savoie et ça permettrait aux Français de gagner 15%. Au sujet du Lyon-Turin, je pense qu'il faudrait demander une étude de manière à connaître si le coût de l'arrêt de ce chantier on peut se le permettre si vous voulez, dans le sens où on a déjà une ligne qui est déjà existante, il faut le savoir, elle est utilisée à seulement 20%. Donc vous voulez qu'on reprenne des trains de camions, enfin des trains de fret tout le long du lac par exemple? Ça va être super. Non mais on a... Je trouve ça extravagant. Non, justement, nous on veut les accès. Il y a d'autres sillons possibles. On a une ligne déjà existante de 20% utilisée, donc à un moment donné, ça coûte de l'argent, Madame Ferrari, et je pense clairement... Je pense que les habitants du bassin vont apprécier de savoir que votre position, c'est de faire revenir le fret le long de la ligne historique qui passe dans toute l'agglomération aixoise et le long du lac du Bourget. C'est pas forcément ça, de toute manière, déjà, non, le budget a déjà été voté, vous savez très bien que les travaux ont déjà commencé. Simplement, il faudrait peut-être réouvrir les guichets des gares avant, parce que déjà, l'argent du contribuable, il va où tout de suite? On ferme des guichets dans les gares et en attendant, les gens, ils payent quand même le même nombre d'impôts. Je vous remercie. Monsieur Roussel. Donc sur la mobilité, à mon avis, il faut plutôt avoir une vision globale, parce que la mobilité est aussi lié au logement. On a des gens d'Annecy qui viennent s'installer sur Aix-les-Bains parce que le loyer est trop cher sur Annecy. On a des gens d'Aix-les-Bains qui partent sur Yenne ou sur l'avant-pays savoyard ou même vers Pont-de-Beauvoisin parce que les loyers sont inaccessibles. Et donc du coup, ça crée des personnes qui travaillent sur un lieu différent en fait de leur lieu de vie. Donc c'est pour ça qu'en agissant sur le loyer, en permettant aux gens de revenir en fait près de leur lieu de travail, on diminuerait aussi beaucoup le trafic routier. Il faut aussi développer, et là l'État doit être un accompagnateur et un facilitateur pour avoir un réseau TER avec des horaires élargis et fortement cadencés. Bien sûr, développer la mobilité douce. Après, je pense que tous les élus de la région en sont pleinement confiance et il y a un travail qui est déjà engagé sur ce niveau. Sur le Lyon-Turin, les frais ont déjà été payés sur les accès. C'est l'Europe qui finance une grosse partie. Ça va dégager des créneaux pour les voyageurs et donc forcément, je suis favorable, bien sûr, à la poursuite et à l'accélération même du Lyon-Turin. Et enfin, il faudrait aussi qu'on ait vraiment un réseau de bus commun entre Chambéry et Aix-les-Bains, même s'il y a des synergies qui sont en train de se créer. Donc on ferait des économies d'échelle et on pourrait offrir un service bien plus important, justement avec des horaires élargis et une meilleure cadence, ce qui est très important pour la mobilité. Merci David Berton. On termine avec vous cette deuxième partie. Alors, pour la candidate que je représente, Béatrix Milord, pour nous, il y a 3 points essentiels sur la question du transport. Tout d'abord, il y a la question des voitures, évidemment. Donc ça pose la question de l'essence, qui était le sujet précédent, donc la question du pouvoir d'achat. Sur cette question de l'essence, évidemment, il faut encadrer les choses. Mais il faut penser aussi qu'on fait beaucoup de politiques publiques en faveur des vélos, en faveur des déplacements alternatifs, et on a tendance à oublier finalement les voitures, les véhicules. Et donc je pense qu'il y a une vraie vision à avoir sur l'aménagement de la France de demain, et notamment cette France qui ne fait que monter en termes de population, des villes qui sont de plus en plus bétonnées, de plus en plus surpeuplées. Donc il y a une vraie réflexion à apporter là-dessus, et il y a une pensée à apporter là-dessus qu'on a tendance à oublier pour ne penser qu'aux choses alternatives. Le deuxième point, évidemment, c'est la question des services publics, notamment les transports, les TER, etc., la SNCF. C'est étrange, depuis un certain nombre d'années, l'argent public ne fait qu'augmenter dans ces sillons, et pourtant ces services ne font que baisser et régresser.
Donc il y a une vraie réflexion à passer. Où va cet argent? Est-ce qu'elle sert à augmenter la qualité des services ou au contraire, elle est utilisée pour détruire ce service public pour en faire finalement plus qu'une succursale privée. Donc il y a une vraie réflexion à porter là-dessus. Et là-dessus, ça sera 2 points essentiels qu'on abordera. Et le 3e point, évidemment, tout le monde l'a plus ou moins abordé, c'est le Lyon-Turin. La question du Lyon-Turin, on le sait, c'est assez évident, c'est là, c'est acté. Mais il y a une notion qui est quand même importante, c'est soutenir les populations locales dans la concertation. Savoir exactement comment la chose va être construite pour protéger les populations locales, que ça ne se fasse pas au détriment de la destruction du patrimoine. Et ça, c'est un point essentiel. Quelle vigne va être détruite? Quel champ va être détruit? Quelle famille va avoir son patrimoine de famille transmis depuis plusieurs générations détruit? Et ça, c'est des questions de fond auxquelles nous, on s'attache avec Béatrix Milord. Ce sera des questions sur lesquelles on sera très présent. Merci. Monsieur Berton. Le dernier thème qu'on va aborder, il est transversal. Il ne concerne pas qu'un ministère en particulier. Dans cette circonscription, vous l'aurez tous constaté, il y a plus d'habitants, il y a plus de circulation, il y a plus de construction, il y a plus de tourisme. C'est notamment vrai autour du lac du Bourget, c'est vrai aussi autour du lac d'Aiguebelette. Et finalement, la circonscription vit un drôle de paradoxe. Elle est de plus en plus attractive et elle génère en parallèle de plus en plus de mécontentement, en particulier de la part des gens qui vivent là depuis pas mal d'années. Demain, à l'Assemblée nationale, quel dispositif vous pourriez soutenir pour imaginer un équilibre entre, d'un côté, le développement du tourisme et de l'économie, et de l'autre, la préservation d'un certain cadre de vie et de l'environnement, évidemment. C'est à Adrien Cazejoine de commencer pour ce tour-ci. J'en profite pour vous dire de vous demander d'être assez concis pour cette dernière réponse. Certains ont beaucoup d'avance si vous voulez garder un petit peu de temps pour la conclusion. Monsieur Cazejoine, c'est à vous. Alors, derrière la façade du luxe là, qu'on peut voir par exemple au casino, il y a des centaines de travailleurs, rien qu'à Aix, qui font tourner la société. C'est des employés, c'est des femmes de ménage, c'est les serveurs dans les cafés, dans les restaurants, c'est les saisonniers. Et le vrai problème, c'est leur cadre de vie à eux et celui de tous les travailleurs qui font tourner la société, mais que le grand patronat et tous ses serviteurs politiques y rendent invisibles. Bon, parmi les plus exploités, il y a les travailleuses dont les salaires sont en moyenne 20% plus bas que ceux des hommes, les jeunes qui sont condamnés à l'intérim, à la précarité, ou les étrangers que tous les politiciens désignent comme responsables de la crise. Les vrais responsables de la folie du système, de la marche à la guerre, c'est les grands actionnaires qui nuisent sur toute la société. Ce sont des parasites qui sont en train de nous sucer le sang. Moi, je pense qu'il faut qu'on les fasse payer. Il faudra qu'on intègre tous les primes au salaire, qu'on impose des hausses, en prenant sur les 161 milliards de profits que le CAC 40 a déclaré pour l'année précédente. Il a juste déclaré, il a sans doute fait plus. Ça permettra d'augmenter les salaires, d'imposer des embauches, de faire que les travailleurs ne sont plus les victimes de cette société folle. Merci. Marina Faré, je me répète. Alors vous avez montré le diptyque tourisme, attractivité et bien vivre sur notre territoire. Un point central, c'est la question de l'urbanisation de notre territoire aujourd'hui. On l'a évoqué avec la question du logement. Il y a plusieurs textes de loi qui ont été passés dernièrement, dont les décrets d'application devront être travaillés. Je pense notamment à la loi ZAN, zéro artificialisation nette, sur lesquels il faudra qu'on soit très en proximité avec les élus locaux pour assouplir les choses, il me semble. On a un territoire qui a été vertueux sur certains points. Il faut qu'on les accompagne. En matière touristique, on a de nombreux atouts sur notre territoire, mais le premier, c'est notre cadre naturel. Donc il faut qu'on s'attache à protéger notre cadre naturel, qu'il soit du côté de l'Avant-Pays, de la Chartreuse ou chez nous. Le plan Avenir Montagne, qui a été donc dévoilé par le Premier ministre Castex au mois de mai, a un grand volet qui concerne notamment le développement de l'hébergement de loisirs. J'ai eu l'opportunité de faire un rapport sur le sujet. Et puis également le thermalisme, donc il va falloir soutenir ces activités et déployer ce plan montagne. 2 points pour terminer. On a la question de l'hôtellerie indépendante, dont il faut qu'on favorise le maintien. Il y aura des textes à prendre, notamment pour les successions, pour faciliter les successions et la transmission de ces établissements dont aujourd'hui on déplore la disparition sur notre territoire. Et puis la question de l'éducation des jeunes vis-à-vis de nos territoires. Il faut qu'ils connaissent notre milieu, qu'ils puissent l'appréhender, qu'ils connaissent ses fragilités. Et ça, il faut vraiment qu'on travaille avec l'éducation nationale au renforcement des classes de découverte, parce que ce sont aussi nos clientèles de demain. Merci. Merci beaucoup, Karine Dubouchet. Alors ce matin, en ouvrant le Dauphiné, justement, je suis tombée sur un article et dont le titre était « Un territoire paradoxalement victime de son succès ». Donc on est en plein dedans, et on se souvient tous des embouteillages sur l'autoroute à Aiguebelette pour aller au lac l'été dernier, les scènes de bagarre entre les gens pour accéder aux plages, et on sent qu'il y a un vrai engouement pour venir chez nous. On l'a senti également avec le confinement où les Parisiens sont venus s'installer. Aujourd'hui, ils n'ont pas peur de prendre le TGV et d'aller travailler 2 jours sur Paris et revenir habiter chez nous. Donc on est vraiment un territoire hyper attractif depuis ce premier confinement, encore plus qu'avant. Aujourd'hui, dans notre première circonscription, on loue un cadre de vie exceptionnel qui est porté par de spectaculaires investissements autour du lac. On trouve des maisons, des habitations exceptionnelles. Il y a quand même quelque chose qui est important à savoir aussi, c'est que le chiffre d'affaires généré
par le tourisme au département est estimé à 50% du PIB départemental annuel. Donc ce n'est pas anodin. Comme le disait tout à l'heure Madame, ce qui est important pour nous, je siège au syndicat mixte des Bauges, c'est de multiplier aussi les transports en commun pour accéder par exemple au Revard, pour arrêter d'avoir cette saturation au niveau des parkings, aux bases de loisirs par exemple, au centre, avoir une offre touristique vraiment diversifiée en intégrant le changement climatique, parce que ça c'est quelque chose aussi dont on parle, et soutenir aussi avec la région les hôteliers pour rénover leurs hôtels, imaginer un plan peut-être pour améliorer la qualité des gîtes, des maisons d'hôtes, limiter cette perte de lits touristiques marchands et les qualifier pour maintenir l'attractivité de l'activité séjour. Merci beaucoup. De nombreuses aides beaucoup. sont prévues dans le plan Avenir Montagne en lien avec ces thématiques. Je vous invite à aller le lire. Christelle Granata, vous avez la parole. Alors, de quel tourisme avons-nous besoin en Savoie? Sachant qu'un tiers des Français ne partent pas en vacances faute de moyens. Avons-nous besoin du tourisme de Monsieur Guémard, celui des stations de ski de luxe, celui de la Riviera Aix-les-Bains, celui de la privatisation des thermes, celui de ces riches touristes atterrissant en jet sur l'aéroport de Vauglan? Non, nous avons besoin de reconquérir un tourisme social, familial et plus local, allant de pair avec la sécurisation du contrat de travail des saisonniers. Ce tourisme, ce sont les classes de neige et vertes, ce sont les colonies de vacances, ce sont les centres familiaux qui ne demandent qu'à être réouverts. Notre circonscription est bordée par 2 massifs de moyenne montagne, les Bauges et la Chartreuse, touchés par le manque d'enneigement. Avec nos 2 lacs du Bourget et d'Aiguebelette, ils sont des atouts pour développer le tourisme 4 saisons, notamment le tourisme culturel et le tourisme de découverte de la nature, mettant en valeur notre patrimoine et nos produits locaux. Un tourisme à destination d'une clientèle plus familiale, appréciant un environnement respecté. Merci Jean-Claude Croze. Merci beaucoup. Effectivement, aujourd'hui, à Savoie, 50% du PIB, c'est le tourisme. Demain, je pense que si on continue, ça sera peut-être 40-30%. Il faut qu'on revoie le modèle quand même touristique sur la Savoie. Il faut vraiment aller vers un tourisme 4 saisons. On le sait, demain, on sait pertinemment qu'en 2050, notre petite station du Revard sera presque fermée. Je crois qu'il faut aussi voir les choses en face. Voilà. Bien, on est dans un endroit, un secteur qui est assez exceptionnel. On l'a dit, 2,1% de croissance démographique par an. On a aussi donc des touristes d'une manière exceptionnelle depuis quelques années. On est très attractif. Par contre, on est dans un territoire saturé. On a vu pour les transports. Il y a peut-être des gens effectivement qui commencent à mal le vivre et qui partent ailleurs. On a un cadre de vie qui se détériore. Donc je pense qu'il faut agir sur ce que l'on ne voit pas forcément. Aussi la qualité de l'air, les problèmes de bruit, les problèmes de transport. Je pense aussi qu'il faut, au niveau de l'urbanisation, travailler par rapport à cette densification malheureuse. Effectivement, la loi ZAN a été promulguée, c'est une bonne chose. Par contre, il va falloir travailler avec les élus locaux. Je crois que c'est vraiment indispensable, autrement c'est une catastrophe. Il y a sans doute des communes, des secteurs qui cherchent à avoir de la population, d'autres qui doivent un petit peu respirer. On a une équation difficile. Je rappelle ici notamment le logement social, puisqu'on a besoin de booster le logement social. 4 demandes pour une offre. Voilà. Alors, comment fait-on? Équation très compliquée. Si je suis député, j'espère que je le serai, je vais travailler avec tous les acteurs locaux de manière à décongestionner un petit peu notre territoire, à donner de l'air. Voilà. Et vraiment, il faut travailler sur toute la circonscription. L'urbanisation, le cadre de vie, effectivement, et un aménagement du territoire qui soit cohérent. Merci Monsieur Croze. Jean-Pierre Chevaux, c'est à vous. Très rapidement. Oui, rapidement. C'est très simple parce que je partage la plupart des propos de Mme Granata contre le tourisme. Donc, je n'ai pas besoin de répéter 2 fois la même chose. Et je suis contre les travaux gigantesques, dispendieux dans les stations pour les riches, comme l'a dit Madame. Donc, on revient à des choses plus simples. Il n'y aura pas de trop investir. Et puis surtout, ne pas encore donner des chèques à l'un ou à l'autre pour en fait faire travailler des travailleurs immigrés, puisqu'il n'y a même plus de personnel maintenant pour faire le service dans les restaurants et les hôtels. Voilà, j'ai tout dit. Merci Monsieur Chevaux. Manon Desrouem. Oui, alors il faut vraiment penser à un tourisme de 4 saisons, effectivement. Après, je suis attachée à un tourisme de pleine nature qui préserve l'environnement. On a un cadre magnifique, il faut protéger nos vignes, nos montagnes, nos lacs, la faune, la flore. Et par exemple, quand on a des projets comme celui d'Okaina Wave, d'ajouter les vagues sur les lacs, etc., moi, députée, personnellement, je serais contre. Voilà. Merci. Christian Roussel.
Donc le tourisme, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur puisque c'était mon activité économique. Il faut développer un tourisme. Le tourisme, ça peut être à la fois une chance et à la fois un malheur. C'est pour ça qu'il faut vraiment développer un tourisme qualitatif, c'est-à-dire qui a un impact positif sur notre économie, sans avoir un impact négatif sur notre environnement. Donc comment le faire? Il faut répartir donc l'activité touristique sur les 4 saisons, comme ça a été dit précédemment, et plus répartie aussi sur l'ensemble du territoire. Il faut mettre aussi en avant notre savoir-faire local, notre production locale, et bien entendu un soutien fort au thermalisme et à nos 2 établissements thermaux. David Berton. Alors pour la candidate Béatrix Milord que je représente, pour nous, ce qui est essentiel, véritablement, c'est d'essayer d'avoir une vision sur le long terme. La question qui se pose, c'est quelle est la vision du tourisme que nous voulons dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans et dans plus? Est-ce qu'on continue le développement avec la conséquence immédiate, l'urbanisme, la population, la surpopulation, de plus en plus d'individus qui viennent, qui se posent avec toutes les constructions, toute la pollution qui est en cause? Est-ce qu'on est uniquement dans cette logique de développement qui prime sur tout, ou est-ce qu'on re-hiérarchise quelque chose de logique, c'est-à-dire le territoire avant tout, l'espace naturel avant tout, cet endroit qui nous fait vivre, cet endroit qui fait qu'on peut encore évidemment produire quelque chose de logique pour faire communauté et faire groupe? Et je crois que c'est ces questions essentielles qu'il faut reposer là. Donc sur ce territoire-là, il est évident qu'avec le réchauffement climatique, avec toutes les conséquences qui y arrivent, le tourisme va profondément changer sur notre territoire de la totalité de la Savoie et notamment de la première circonscription. Donc il faut poser une réflexion de fond là-dessus pour évidemment se recentrer, protéger les espaces naturels, arrêter de vouloir toujours développer pour développer, parce que les conséquences, c'est la destruction à moyen et court terme. Alors c'est sûr, à court terme, on fait du profit, mais à moyen et long terme, on amène à la destruction de ce profit. Donc ayons une vision de développement raisonné. Et je pense que c'est vraiment ce mot-là qui est essentiel pour nous, le développement raisonné. C'est ça qui assurera la pérennité et l'harmonie entre les Français et leur territoire. Véronique Dupassieux. Oui, effectivement, tout est dit dans le titre. L'attractivité du territoire, c'est à la fois une richesse et un fléau. Plusieurs l'ont évoqué. Nous, on a une petite particularité. On dirait qu'au plan culturel, on souhaite que les règles d'architecture de notre historique soient respectées. C'est pas le cas. On voit encore des façades cagettes, des toits plats, des cubes. C'est une horreur. Et ça devrait être interdit. Après, au plan environnemental et agricole, le tout ski, on y est toujours. On continue d'investir dans de creuser des retenues collinaires que finance allègrement le président de région, M. Vauquier, pour des canons à neige, pour du tout ski qui va se terminer en 2030. Vous disiez 2050, pour moi c'est 2030. Votre plan que vous évoquez, madame, c'est encore de la bétonisation, des structures pour les plus riches, pour les étrangers, mais rien pour les logements sociaux, pas de logement abordable pour les locaux, pour les saisonniers. Le projet d'atoll sur le lac qui a fleuri l'an dernier, ça montre que les élus n'ont pas changé de logiciel. Nous, on est d'accord avec vous, enfin, et tous ceux qui ont parlé de passer au tourisme 4 saisons, abordable pour le plus grand nombre, et stopper tous ces grands projets qui menacent à la fois l'écosystème et l'agriculture, bien entendu, parce que l'eau des retenues collinaires, on la prend à l'agriculture. On arrive à la fin de cette émission. Il vous reste un petit peu de temps, pas tous le même, évidemment. Pour conclure et en guise de conclusion, on va vous poser une question. Si vous entrez à l'Assemblée nationale, quel député serez-vous? Est-ce que vous soutiendrez les réformes? Est-ce que vous allez vous opposer? Marina Ferrari, vous avez la parole en premier, très rapidement. Alors bien évidemment, je soutiendrai les réformes puisqu'aujourd'hui, je m'inscris dans la défense du bilan présidentiel et pour poursuivre l'action portée par le président de la République. Entre désordre annoncé aujourd'hui par certains, désobéissance européenne, quand même, révolution permanente et chaos d'un côté, et de l'autre la faillite économique, l'agitation des peurs, le rejet de l'autre, je crois que nous avons un autre choix possible, qui est un choix plus central, qui est celui de la stabilité, du redressement économique, de la planification écologique, de l'Europe et du progrès. Les 12 et 19 juin, j'espère que les Français ne s'y tromperont pas et qu'ils donneront une nouvelle majorité au président de la République pour poursuivre son action réformatrice, pour poursuivre le redressement de notre pays, pour la grandeur de la France. Nous aurons besoin d'expérience, d'expertise et surtout de sang-froid, puisqu'on sait que le quinquennat qui s'annonce va être difficile. Aujourd'hui, je suis prête, comme je vous l'ai dit en introduction, et je serai une élue disponible, travailleuse comme je l'ai toujours été, déterminée, engagée, une élue de terrain, pour défendre et porter la voix de la Savoie et de nos concitoyens au niveau national. Et quant à madame, je vous répondrai que vous avez déformé mes propos. Je suis bien alignée sur le fait qu'il faut protéger notre territoire, lancer une urbanisation qui soit raisonnée, protéger notre cadre de vie. Donc je ne peux laisser dire certaines choses autour de cette table. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Karine Duboucher.
Eh bien moi tout simplement j'ai envie de vous dire que si j'ai été investie par les Républicains, c'est parce que je suis quelqu'un de différent et le but c'est d'amener quelque chose de nouveau dans le parti politique. Donc en fait je ne suis pas du tout une politicienne de métier et je ne veux pas être l'élu d'un camp. Je veux être l'élu de tous afin de représenter activement au Parlement notre territoire. J'ai eu la chance de pouvoir défendre la Savoie pendant mes compétitions de ski et j'en étais très fière et j'en suis encore aujourd'hui très fière. Mais bon, pour répondre à la crise, il faut quand même prendre place dans le jeu politique et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc je m'engage à être en priorité une députée de terrain, proche de chacun d'entre vous, au service des citoyens, des associations, des agriculteurs, des viticulteurs, des entreprises, des élus locaux, avec respect, mais surtout sans donner de leçons. Je serai la plus efficace des candidates. Étant une femme d'action, je souhaite écrire avec vous une nouvelle page pour notre territoire exceptionnel. Merci beaucoup, Christelle Granata. Alors, on nous fait souvent le reproche que notre programme n'est pas finançable. Or, de l'argent, il y en a. En 2021, les seuls actionnaires du CAC 40 ont perçu 83 milliards d'euros de dividendes. La NUPES taxera donc la spéculation et les revenus financiers. L'évasion fiscale est estimée à 100 milliards d'euros par an. Elle sera traquée. Cette plus juste répartition des richesses servira à la mise en place de politiques sociales et écologiques et au renforcement de nos services publics. Enfin, même si le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ne nous donne plus que 3 ans au gouvernement du monde pour limiter les effets du changement climatique, il dit aussi, je cite, « Nous sommes dans la décennie du possible. Alors ne vous abstenez pas, votez NUPES, donnez-nous une majorité à l'Assemblée nationale pour rendre un autre monde possible. » Merci. Monsieur Croze, rapidement, vous avez pas mal d'avance. Dans quel sens? Vous êtes... Gros temps de parole. Ok, très bien. Rapidement. Ok, très bien. Donc, urgence climatique, agriculture, attractivité du territoire, cadre de vie, etc., le vivre ensemble. Effectivement, ce sont des sujets que je connais en tant qu'élu de terrain. Ça fait 10 ans que je suis investi. Simplement, je dirais que lorsque je serai élu, je ne serai pas l'homme d'un parti ni d'un clan. Je serai l'homme du territoire. Je ne serai pas non plus l'homme d'une idéologie politique. Je respecte tout le monde autour de la table. Je pense qu'il y a des bonnes idées de partout. Il faut faire la synthèse. Je suis un homme de terrain. Ce que je veux, c'est mettre à disposition mon expérience, mes convictions, mon engagement pour ce territoire, que ce soit pour l'avant-pays savoyard, la Motte-Servolex, la Chautagne, l'Albanais et bien sûr le bassin aixois, je serai un homme présent à l'écoute de tout le monde et je travaillerai. La vraie navette parlementaire, c'est pas le Sénat, l'Assemblée. La navette parlementaire, c'est le député qui remonte, qui porte son territoire, qui redescend en journée pour travailler avec ses citoyens et avec tout le monde, tout simplement. Merci, Monsieur Croze. Monsieur Chauveau, pour cette dernière question. C'est court, je crois. Allez-y, c'est court. Alors donc, moi je vais conclure, oui. Face aux partis qui ont trahi le vote de 2005, je parle de l'AREM, des Républicains, des PS, des écolos, et aux partis complaisants avec l'islam, LFI, RN, je propose un nouveau contrat citoyen. L'amélioration du pouvoir d'achat, de l'emploi, de la sécurité et la solidarité, comme j'en ai fait quelque peu part précédemment, et aussi du bien vivre et de la démocratie. Donc bien sûr, tout ceci ne peut pas se faire sans souveraineté, qui est mon point d'attache principal. Je suis déterminé, bien sûr, à mener le combat. Maintenant, c'est si les gens le veulent bien, pour une France libre. Merci. Manon Derouem, pour conclure, vous avez le temps. Pour le coup. On vous écoute. Bon, écoutez, déjà, Madame Ferrari, vous parliez d'un quinquennat difficile qui vous attend, mais ce quinquennat, il est difficile pour qui ? Moi, je pense qu'il est difficile pour les Français, voilà. Pas pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il se porte très bien. Les Français, ce qui se passe là actuellement, c'est que, on en parlait tout à l'heure, ils n'ont plus de pouvoir d'achat. Clairement, ils n'en ont plus. La retraite, c'est 65 ans. Il y a eu des fermetures de lits pendant la crise Covid. Les soignants qui ont, n'ont pas été réintégrés. Ça a permis, ça a causé, aux hôpitaux de fermer des services. Donc les gens ont de plus en plus de mal à aller se faire soigner. Alors déjà, par leur pouvoir d'achat, parce qu'ils n'arrivent pas, ils renoncent à leurs soins. Mais en plus de ça, parce qu'on a de moins en moins de services. Au niveau de la sécurité, c'est pareil. On parlait de tourisme, etc. tout à l'heure. Plus il va y avoir de monde, plus il va y avoir besoin de sécurité. On n'en a pas pu en parler là, mais je pense qu'il faut vraiment donner plus de budget pour qu'on ait plus de force de l'ordre. Ensuite, on est dans un pays libre.
égalité, fraternité et liberté. À un moment donné, les Français, ne peuvent pas choisir. Il n'y a aucun référendum d'initiative citoyenne qui a été proposé. Et nous, c'est ce qu'on souhaite porter à l'Assemblée de manière à ce que le peuple puisse être libre. Et bien évidemment, au sujet de la privation des libertés, le pass vaccinal, je voterai contre. Et pour sa suppression, du coup. Merci beaucoup, Christian Roussel, pour conclure. Bon, donc le 12 juin, les citoyens vont voter pour le renouvellement de l'Assemblée nationale. Donc il y a deux solutions. Soit vous redonnez une majorité absolue à Emmanuel Macron en votant pour des candidats En Marche qui ont signé une charte qui les condamnera religieusement à voter toutes les lois, avec un risque d'implosion sociale. Ou vous pouvez choisir pour des candidats libres, indépendants, défenseurs de vos libertés et de vos aspirations. Un élu qui sera près de votre territoire et près de vos préoccupations. Moi, je vous propose une nouvelle voie pour un éveil citoyen libre et responsable, respecté et considéré. Une voie où l'État accompagnera le citoyen émancipé, devenu pleinement acteur et responsable de ses choix. Une voie où l'école prépare nos enfants en harmonie avec eux ou le monde. Une voie où les sujets essentiels sont enfin pris en considération. La défense des libertés, c'est Camus qui disait la liberté est une chance pour être meilleur, et je serai vraiment un farouche défenseur des libertés. Donc je supprimerai aussi le pass vaccinal et le pass sanitaire, qui est la première loi liberticide depuis 1945, et je réintégrerai les 15 000 soignants qui ont été écartés, alors que nous manquons cruellement de personnel soignant. Et juste pour finir, j'organise une petite réunion publique le 6 juin au centre des congrès à 18h à Aix-les-Bains pour ceux qui le souhaitent. Merci. Merci beaucoup, David Berton. Quel député serait Béatrix Milord en cas d'élection ? Alors pour nous, la chose est assez évidente, c'est-à-dire qu'au sein de notre mouvement, avec M. Éric Zemmour, avec Marion Maréchal, avec Guillaume Pelletier, avec Nicolas Bay et avec Béatrix Milord sur la première circonscription, notre position sera très claire. Nous serons les défenseurs des libertés individuelles. Face au saccage des libertés individuelles, face aux atteintes très graves que M. Emmanuel Macron a fait pendant son quinquennat, nous serons le garant de tout cela. Et là-dessus, je rejoins un certain nombre des personnes présentes ici. Il est clair que nous voterons systématiquement contre ce type de disposition et nous réintégrons tous les soignants et toutes les personnes qui ont pu être véritablement subir une ségrégation du fait de cette absence de passe vaccinal. Là-dessus, nous sommes très clairs. Ensuite, on luttera évidemment contre tout le saccage social. C'est-à-dire l'idée de dire faire payer les Français et faire évidemment toujours plus d'aide. Pourquoi ? Pour le monde entier, pour évidemment favoriser l'islamisation contre l'intérêt supérieur de la France et du peuple français. Pour nous, ça sera toujours la priorité des priorités. Nous serons toujours là-dessus. C'est pour nous quelque chose d'essentiel. C'est un engagement très fort pour nous. Il y a un autre point pour nous qui est aussi très important, qui est simplement de se dire qu'aujourd'hui, sur des thématiques, quelle est la véritable problématique en France aujourd'hui ? C'est que la France risque de disparaître. L'essence française, ce qui fait que ce pays depuis 15 siècles vit, subsiste et se transmet de génération en génération, est en train de disparaître sous le coup de deux choses essentielles, à la fois évidemment le consumérisme, l'américanisation, la marchandisation qui nous dit que nous ne sommes plus des hommes ni des femmes, nous ne sommes plus que des objets, nous ne sommes plus que des choses de consommation, et évidemment le deuxième phénomène qui est l'islamisation. Et donc finalement il y a un étau qui est en train de détruire la France. Et là-dessus nous serons très forts et très garantis, très assurés là-dessus. Nous défendrons et nous lutterons contre ces deux phénomènes qui nous détruisent pour transmettre la France. Merci Véronique Dupassieux. Conclusion. Oui, le candidat Rodolphe Guillot que je représente, nous avons apporté des propositions pour l'inflation, donc logement, transport, tourisme. Donc nous sommes vraiment ancrés territorialement. Beaucoup le revendiquent ici. Néanmoins, personne en dehors des régionalistes n'est vraiment à même de le faire comme nous le ferons, parce que nous sommes prisonniers d'un système jacobin où tout est décidé à Paris, les grands partis nationaux. Alors vous avez mis entre parenthèses votre allégeance, mais vous allez devoir y retourner. Vous, mesdames, bien sûr, vous dépendez des grands partis. Non, mais vous êtes quand même tous dans l'obédience de grands partis nationaux. Nous, ce qu'on demande, c'est vraiment de sortir de cette... le RN en particulier. Oui, non, mais... Et donc, nous, tous, on souhaite aller vers un système fédéraliste, inspiré des modèles suisses et allemands, qui permettent... Excusez-moi. Qui permettent de sortir du système binaire droite-gauche, de sortir de cette alternative qui nous amène droit dans le mur. Et donc, c'est pour ça que nous appelons les habitants de Savoie à voter pour les candidats du mouvement Sabodia. Adrien Cazojane, vous êtes le dernier à prendre la parole pour cette émission. On vous laisse conclure. Quel type de député serez-vous en cas d'élection ?
Qu'est-ce qui va attendre les travailleurs à l'issue de ces élections? Ce sera des attaques de la part du gouvernement. Il n'y a pas d'amélioration à attendre de leur part et il n'y a pas de protection à attendre non plus de la part des groupes d'opposition. La facture du Covid, de la guerre en Ukraine, elle est déjà présentée au monde du travail, ça continuera à être le cas. Bon, moi je pense qu'il faut qu'on refuse cet avenir qui nous prépare. Le monde du travail doit parler de sa propre voix dans ces élections car il a ses intérêts à lui à faire entendre. Imposer des hausses de salaire, des embauches, indexer ses salaires sur le coût de la vie, sur l'inflation. Et voter pour moi dans la première circonscription, voter pour mes autres camarades ailleurs, c'est se préparer dans nos têtes à nous battre, à ne pas s'en remettre aux politiciens. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé d'avoir joué le jeu. Merci à tous d'être venus. Merci d'avoir participé. Merci à vous, Pierre-Éric Burdin, de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Merci à toute la technique. Merci à vous, chers fidèles téléspectateurs. On se retrouve mercredi à midi pour une nouvelle émission du côté d'Annemasse à Châteaurouge pour la 4e circonscription de Haute-Savoie. À très vite sur nos antennes.